We will leave to Gracia Dorelfri, who will talk a bit more also about the housing complexes and the circularity of these industrial heritage buildings and the working class areas surrounding them. Je vais évidemment parler de toute autre chose et je suis chargée ce matin de donner une dimension historique et patrimoniale aux différentes réflexions que vous avez apportées. Je voudrais, avant de commencer, remercier Catherine Henry et surtout Martine Combre, dont l'assistance amicale a fait que je me trouve ici parmi vous et que je peux profiter de cet endroit magnifique et de l'intérêt des communications qui sont présentées. Je suis historienne et je suis historienne du patrimoine industriel et à ce titre, je me suis intéressée aux figures circulaires qui ne sont pas quelque chose de rare dans notre histoire humaine. Je dirais que à partir du moment où les hommes ont cherché à s'exprimer, eh bien ils se sont exprimés par la ligne et par le cercle. On ne sait pas, pour les temps les plus reculés, on ne sait pas quelle est la signification précise de l'affectation de la forme circulaire, mais on sait que dès le néolithique, le cercle est utilisé, par exemple, à Stonehenge, vous avez un temple circulaire. On sait aussi que la roue, qui est le phénomène où le cercle lui-même, comme élément de locomotion, est employé très tôt, que le cercle et la coupole sont utilisés souvent comme moyen de couverture. Il est même jusqu'aux danses, les danses rituelles qui sont souvent circulaires et à l'heure actuelle, les Catalans savent que danser la sardane, c'est un petit peu perpétuer cette danse solaire ou lunaire, d'ailleurs on ne sait pas très bien, et en tout cas avec une charge symbolique très forte. Donc, je dirais que cette forme circulaire est une forme relativement familière et que son usage ancien a été assez répandu. J'ai choisi ici 3 exemples tout à fait différents, mais ô combien significatifs. La Tolos d'Épidore, vous savez, dans le temple consacré au dieu de la médecine en Grèce, il existe cette Tolos, ce temple rond. Ça n'est pas le seul exemple. On en a un autre à Delphes et puis on en a d'autres dans d'autres temples. Mais celui-ci est particulièrement évocateur dans la photo que je vous montre. Un temple circulaire dont on ne sait pas trop bien l'affectation. On pense que c'était là que les malades venaient prier Asclépios pour leur guérison et c'était là qu'étaient enfermés les serpents qui étaient les vecteurs de la guérison dans la médecine d'Esculape. Des théoriciens de la symbolique comme Hautecoeur avaient pensé que ces temples grecs circulaires étaient le souvenir de vieux cultes ancestraux pré-helléniques symbolisant les cultes dans les cavernes, par exemple, les profondeurs de la terre, la relation avec le sous-sol, etc. Laissons les historiens et les archéologues surtout en décider. Les stupas de l'Inde sont également des temples circulaires qui peuvent évoquer la voûte céleste, qui peuvent évoquer aussi la relation avec la terre-mère, et il n'est jusqu'au
dédale que l'on trouve dans les cathédrales, celui-ci à Chartres est peut-être le plus spectaculaire, où vous le voyez, la forme circulaire rappelle que la voie vers la divinité est difficile et longue. Le cercle a été utilisé, la figure circulaire, nous la retrouvons aussi dans l'économie, avec cet étang de Montady très célèbre au pied d'Ancérunes, près de Narbonne, dans le sud de la France. Cet étang a été asséché au XIe siècle et sa vue aérienne est absolument fantastique, avec cette répartition dans un cercle qui peut supposer une attribution égalitaire des parcelles et des conduites d'irrigation. Ce n'est pas la seule réalisation de ce type au Moyen-Âge, mais celle-ci, je le répète, est particulièrement spectaculaire. Mais il y a aussi au Moyen-Âge des représentations, alors, provoquées par la politique, provoquées par le désir, par le sens de la défense, mais toujours est-il que ces circulades du Languedoc, au nombre d'une petite vingtaine, mais ce n'est pas en dehors du Languedoc, on en compte également pour le Moyen-Âge, au Périgord par exemple. Donc ces circulades sont tout à fait intéressantes. Au centre de la circulade, il y a soit l'église, soit le château-forteresse. Et vous voyez le village ou la petite ville s'ordonne en cercle tout autour de ce point d'ancrage. Alors là, je le répète, signification politique, signification économique certainement pas, de vigilance pour le cas de Gruissant, qui est la photo que vous trouvez en bas à droite. C'est probable. Il n'en reste pas moins que la présence de ces circulades peut intriguer et peut nous poser problème, puisque leur nombre suppose qu'il y a eu une volonté d'exécution. En fait, les choses vont commencer à changer avec le XVIe siècle. Le XVIe siècle, c'est le retour à l'antique, c'est la découverte des traités scientifiques de l'Antiquité et c'est la découverte aussi de la représentation géométrique de l'espace. À la fin du XVe siècle, ce tableau qui est attribué à Piero della Francesca nous donne un élément de la ville idéale. Vous voyez ce temple rond qui est le centre de cette ville idéale au XVIe siècle. Pensez que ces peintres ne sont pas les seuls à s'exprimer, que les architectes vont également s'atteler à la représentation circulaire de la ville, plus comme un aménagement de l'espace urbain et avec une symbolique évidemment idéale, que comme un aménagement politique. Vous avez ainsi Palmanova, près de Venise, une ville qui a été construite en 1593. Je ne rappellerai pas le contexte strictement politique, mais la réalisation elle-même est tout à fait intéressante. Par la suite, au XVIIe et XVIIIe siècle, la ville a été entourée de fortifications, mais au départ, c'était une ville ouverte, avec ce plan qui n'est pas tout à fait circulaire, mais qui évoque quand même les rayons réguliers du cercle, et donc à l'intérieur de ces cercles, une situation sociale qui devait être pas trop hiérarchisée. Vous voyez, je prends beaucoup de précautions. Mais pour moi, les choses vont changer au XVIIIe siècle. Toujours avec des architectes à l'origine, mais parce que, tout simplement, on passe des préoccupations urbaines, éventuellement des préoccupations de palais, à l'intérieur ou près de la ville, le cas de Versailles par exemple, mais on passe de ces préoccupations aristocratiques à des préoccupations tout à fait nouvelles, puisque le XVIIIe siècle, c'est le siècle où s'organise une économie nouvelle,
autour de l'industrie. Alors, je ne rappelle pas les conditions très, très précises de ce passage à une autre économie au XVIIIe siècle, mais disons que toute une série de critères, soit des critères démographiques, soit des critères de production, soit des critères de fabrication, supposent un changement non seulement quantitatif, mais qualitatif vers un autre type de production. Or, jusqu'à présent, dans les structures de production, les manufactures, seuls les spécialistes étaient logés. Les non-spécialistes vivaient autour comme ils pouvaient, mais dans le village voisin éventuellement, mais en tout cas, ils ne vivaient pas à l'intérieur du lieu de production. Or, la grande révolution, ça va être, et c'est à San Fernando de Henares, près de Madrid, que je trouve le premier témoignage, et pour moi c'est vraiment la date de naissance du village ouvrier. La première manifestation, c'est ici, donc à San Fernando de Henares, où aux structures de l'usine en plan carré, on va associer une structure circulaire qui va être le village ouvrier, dans lequel il était prévu que tous les ouvriers vivraient et que dans un des rayons, sur la place, il y aurait à la fois un théâtre et en vis-à-vis une église. Alors, le théâtre, c'est typiquement 18e, on va le retrouver, c'est un thème récurrent. Et cette disposition circulaire, je me suis longtemps demandé à qui elle était due et pourquoi on avait cette disposition-là dans cette manufacture près de Madrid. En fait, je crois pouvoir déterminer que l'influence vient directement de Filippo Juvara, un très grand architecte italien de la ville de Turin. C'est à Turin, dans la périphérie de Turin, qu'il édifie ce palais de Stupinigi avec ses jardins. Et vous voyez que la ressemblance, les analogies sont réelles. Or, Juvara est invité, alors je passe le contexte politique, mais il est invité par la dynastie régnante à Madrid, ce sont les Bourbons d'Espagne, hein, donc il est invité à Madrid à former des architectes et je pense que c'est un élève de Juvara, peut-être Juvara lui-même, qui a dessiné le plan de San Fernando. Alors, que s'est-il passé ensuite? On ne sait pas trop. Toujours est-il que le San Fernando n'a pas été terminé et que pratiquement toutes les machines ont été déplacées dans une autre petite localité qui se trouve un peu plus loin de Madrid, entre Madrid et Guadalajara. Il s'agit de Brihuega. Brihuega, alors, c'était quelque chose de tout à fait étonnant. Là encore, nous nous trouvons dans cette idée, dans cette structure de l'usine qui est en même temps lieu d'habitation pour l'ensemble des ouvriers. Merci. Et le travail se fait dans une usine ronde. Alors évidemment, c'est absolument pas fonctionnel, mais je crois que cela indique bien l'idée que l'on se fait du nouveau type de production. On est persuadé que l'industrie va être l'activité libératoire et que les ouvriers sont les acteurs de cette nouvelle production et donc ils sont dans ce cours du XVIIIe siècle, ils sont choyés et ils sont considérés comme des gens, comme une nouvelle société. Alors vous avez ici 2 minutes. Ouf, c'est beaucoup. Vous voyez, alors je passe sur le détail de ce plan qui est absolument incroyable. Malheureusement, ce site ne nous apportera pas beaucoup de nouveautés puisqu'il a été vendu pour être un hôtel 4 étoiles. Cela veut dire que l'archéologie industrielle ne pourra plus faire de trouvailles dans ce coin-là. Alors, évidemment, en France, on connaît Arquet-Senans avec sa réalisation semi-circulaire, mais là, nous nous trouvons
dans une régression conceptuelle, car ici on ne loge pas tous les ouvriers. C'est une manufacture et on ne loge que les spécialistes tout autour de l'usine proprement dite. Évidemment, on peut gloser sur le projet de Claude Nicolas Ledoux, mais ce projet, c'est ce qu'il a écrit, c'est ce qu'il a fait dans son livre 25 ans après la réalisation d'Arc-et-Senans. On peut d'ailleurs se poser des questions sur ce projet de ville, soi-disant, où il n'y a que des monuments et aucune habitation. Je continue sur ce qui me paraît être le projet le plus extraordinaire, malheureusement inachevé de ce XVIIIe siècle. C'est à San Leuccio, près de Naples, où le roi décide de transformer son relais de chasse en manufacture, et pour cela, il va faire construire une cité ouvrière qui aurait dû être ronde, tout autour de la manufacture. Et c'est une décision absolument révolutionnaire au plein sens du terme. Hommes et femmes qui travaillent à la manufacture ont le droit d'être logés, garçons et filles ont le droit d'aller à l'école, les écoles sont mixtes, hommes et femmes sont payés à salaire égal. C'est quelque chose de tout à fait fabuleux. Malheureusement, en 1789, date de l'édit où l'édit du bon gouvernement de San Leuccio est publié, eh bien, c'est la révolution en France, et bientôt ce sera la révolution à Naples, et le roi s'enfuira, et quand il reviendra, eh bien, ses idées révolutionnaires se seront enfuies avec lui. Au cours du XIXe siècle, le cercle, eh bien, ne sera plus qu'un cercle de parade, je dirais, comme ici à Grand Ornu, où c'est la cour de l'usine qui est circulaire et la cité ouvrière est devenue un coron. Par contre, à la fin du XIXe siècle, le cercle revient avec les idées d'Ebenezer Howard sur la cité-jardin. On retrouve à nouveau l'idée d'un aménagement urbain, et ce n'est qu'avec les cités-jardins d'après la Première Guerre mondiale que nous reverrons un peu ce côté idéal, ce côté fabrication d'une nouvelle société que nous aurons tout à fait dans les cités de cheminots, que nous aurons aussi à Reims, par exemple, avec cette cité du chemin vert, qui est un modèle du genre sur lequel je ne peux malheureusement pas m'étendre, mais où il y avait là aussi la volonté de créer une nouvelle société, et en particulier de donner un autre sort aux femmes. Aujourd'hui, le cercle, nous le retrouvons avec le polder de Dubaï, mais c'est à nouveau une déviation de ce concept idéal, puisqu'ici, il s'agit d'une cité de loisirs un peu exceptionnelle dans cette fin du XXe siècle. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Dorel Ferré.